Donc on a le plaisir d'accueillir Marie-Laure Gamet, Frédéric Galtier. On commence par Marie-Laure Gamet, qui est sexologue, praticien hospitalier à l'unité de recherche sur les auteurs de violences sexuelles au CHU de Lille. L'unité de soins. Unité de soins, pardon. Violences sexuelles. Vous avez 10 minutes. Oui. Ouais. Alors, je n'ai pas la souris. Alors vous avez là, pardon. On vient de parler de promotion de la santé en général, donc je ne vais pas m'y appesantir, mais juste pour dire quand même que moi, en tant qu'ancienne urgentiste, qui m'a frappée dans ces violences sexuelles, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est bien la question, d'abord de leur épidémiologie, leur prévalence, les populations vulnérables qu'elles touchent, mais surtout, peut-être à la différence de la violence routière, c'est le piège par le silence, parce qu'il n'y aura jamais les pompiers, le SMUR, et que c'est un piège qui s'abat sur les victimes avec des conséquences dans le temps qui sont dramatiques, psychiques, somatiques, on le sait de mieux en mieux, et une santé qui est altérée, menacée. Alors je passe sur tout ça, mais vous comprenez que pour cette globalité humaine, ce sont souvent des catastrophes. Je passe là-dessus, mais le rôle de l'éducation en prévention santé, il va de soi. Alors maintenant, la promotion de la santé sexuelle. Ah, ça c'est une grande affaire. En 1974, l'OMS émet un concept. C'était quand même quelque chose de novateur dans cette période où on sortait du tabou, du puritanisme, et on était dans la révolution sexuelle, avec aussi de la pédophilie culturelle, quand même, il ne faut pas l'oublier. Et cette première définition de bien-être sexuel, d'une santé qui concernerait vraiment cette sexualité humaine, c'était un enjeu fort, hein, d'autant que ça donnait tout de suite une légitimité pour travailler en prévention primaire des violences sexuelles. Mais vous voyez, en disant c'est une dimension complexe, on vient de le voir dans nos débats, et qu'il faut approcher plein d'aspects pour s'en préoccuper. Dès 1987, ce concept affirme clairement que les droits des individus à être libres de toute exploitation, oppression ou abus sexuel. Et puis, en 2002, il y aura quand même ce rapport OMS sur la violence et la santé, où on verra bien que les antécédents de violence et les antécédents de violence sexuelle, bien sûr, ont de profondes répercussions sur cette santé globale, mais aussi sexuelle, par ses conséquences sexuelles. Et donc, la définition 2002 de l'OMS de la santé sexuelle redira bien, oui, la santé sexuelle, c'est une ressource, c'est pour ça qu'il faut s'en préoccuper. Elle est fondée sur l'expression libre et responsable des capacités sexuelles qui renforce le bien-être harmonieux, personnelle et sociale, et enrichit la vie individuelle et sociale. Et bien sûr, si elle exige cette approche positive de la sexualité et des relations sexuelles, il faut bien que tout cela soit constitué de plaisir, d'expériences sexuelles saines, enfin sans contrainte, ni discrimination, ni violence. Et que les droits sexuels de toutes les personnes doivent être protégés, respectés et assurés. Bon, alors, pourquoi s'en préoccuper ? Pourtant, l'éducation à la sexualité, c'est vrai qu'elle est obligatoire depuis 2001, mais elle existe déjà depuis 1973. Mais que c'est certainement que pendant longtemps, on s'est surtout préoccupé avant tout d'IST, SIDA, reproduction, et c'était des enjeux considérables. Hein. Moi, j'ai vécu la période des années 80 où j'ai fait mes premières armes pour apprendre aux jeunes à mettre des capotes dans l'épidémie de SIDA. Voilà. Mais peu à peu, il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'on faisait de nouveaux constats et que c'était déjà les discours des jeunes qui changeaient, hein, et qui nous rendaient bien perplexes avec, vous voyez, des petits exemples où on voyait bien que nos discours ne suffisaient pas, qu'on avait des sexualités bien problématiques avant 15 ans qui s'apparentaient à des pêches à l'amour, des augmentations d'attitudes sexistes, homophobes, des violences conjugales chez les jeunes, et puis bien sûr ce problème des violences sexuelles en augmentation chez les jeunes, qui a augmenté, qui a stagné ensuite, mais qui est reparti en augmentation ces toutes dernières années. Et puis en même temps, on a vu l'apparition de comportements sexuels problématiques, hein, d'enfants en augmentation, et ça nous a énormément perturbés, tracassés. Dans ce monde, on l'a assez dit, de révolution technologique et de révolution de communication, où il ne faut pas oublier que la sexualisation finalement des ados et des enfants, elle s'est faite sur un mode horizontal. Ce n'était plus les adultes, hein, qui pilotaient tout ça. Ça se faisait entre eux, et bien sûr avec cet essor de la pornographie
dramatique, on va le dire. Mais dans tout cela, finalement, on s'est mis à parler de sexe à tout va, mais comment on parlait de sexualité, ça c'était autre chose, et de son développement. Alors, promouvoir la santé sexuelle, c'est affirmer la nécessité de discours dans notre société, partout, on vient de le dire, en milieu professionnel, partout, tous les milieux professionnels, y compris en santé mentale aussi. D'abord pour tenir compte de nos évolutions scientifiques, sociétales et protéger ces notions de droits sexuels et de droits humains, pour tenir compte aussi de tout un tas de conséquences dans notre société qui finalement montrent peut-être qu'effectivement on manque de discours sur cette sexualité, l'isolement social, l'individualisme, l'éclatement des couples, des familles, tout ça sans jugement bien entendu, mais une société en pleine mutation. Et en même temps où les rapports de domination persistaient et les troubles de l'attachement chez les ados, les enfants. Alors, il faut aussi qu'on s'appuie absolument sur l'évaluation et la prise en charge sexologique des victimes, des auteurs, mais aussi des enfants qui présentent des CSP, parce que tout ça nous montre qu'il faut prendre soin des auteurs, des victimes au titre de leur santé sexuelle. Ça peut heurter quand je le dis comme ça, mais c'est tout l'enjeu aussi d'une médecine sexuelle. Et il faut surtout se soucier du développement sexuel, penser dans toutes les différentes approches qui ont été émises au fil du XXe siècle et bien sûr de l'attachement. Il faut s'appuyer et en plus sur cette promotion de la santé globale. Alors, affirmer la nécessité de discours sur la sexualité, sur son développement avec les jeunes, c'est un enjeu considérable, mais où vous le compreniez bien, il ne s'agit pas de faire des fractions non plus. Alors, je vais passer sur la diapo suivante, puis je vais mettre ceci. Cette courbe, c'est quoi? C'est la courbe de réponse sexuelle d'un sujet de sexe masculin, pubère. Cette puberté qui est quoi? Pour les filles, souvent, tout le monde le sait, mais pour les garçons, c'est quand même cette arrivée de ces premières éjaculations qui renvoient à un phénomène qui, globalement, n'est pas tellement parlé dans notre société. Enfin, ça commence, parce que les séances d'éducation sexuelle commencent bien à en parler depuis quelques années. Mais pensez que souvent, bien des garçons ont été laissés dans le silence pour s'approprier tout cela. Et que, en même temps, en fonction de ce qu'ils avaient déjà pu vivre, on a parlé de victimation sexuelle de l'enfance, bien entendu que la confrontation à cette courbe, quand la puberté s'impose à ces garçons, ça peut révéler bien des choses difficiles. Où, au lieu de finalement aller sur cette notion de bien-être sexuel, ça va peut-être s'apparenter plutôt à de la honte, de la colère, de la tristesse, tout un tas de choses qui vont peut-être être dramatiques aussi dans le développement de ces enfants. En même temps, une réponse sexuelle qui, bien sûr, dans cette révolution technologique, montre combien bien des jeunes soumis à tout ce qu'ils peuvent voir en termes de contenu violent, pornographique, qui se saturent dans leur quotidien de tout cela, tout ce que ça va influencer sur leur vie. Donc, une stimulation sexuelle qui emmène cette tension, qui emmène ce soulagement de tension. Bien sûr que les filles aussi ont une courbe de réponse sexuelle, mais la puberté chez les filles, vous le savez bien, c'est les règles. Et les règles, elles ne vont pas investir de la même manière à ce moment-là cette courbe de réponse sexuelle, puisque leur corps intime, elle est plutôt embêtant. Donc, et alors, en même temps, si ces deux courbes étaient superposables comme ça, dès lors qu'il y a une rencontre sexuelle depuis le début de l'humanité, je pense qu'on ne serait même pas là, vous voyez. Mais la chance des femmes aussi, peut-être, c'est d'avoir cette courbe très polymorphe, mais qui, j'ai mis toutes ces courbes pour montrer à quel point, bien entendu, dans cette découverte du désir, de l'excitation sexuelle et de la joie de l'orgasme, qui parfois n'est pas la joie, je l'ai dit il y a quelques instants, eh bien, ces jeunes, ils vont devoir apprendre à découvrir combien ce ne sera pas une question de performance, de vitesse, de durée, et certainement pas de violence, mais vraiment la rencontre de deux êtres qui ne sont pas des robots et qui vont devoir nouer ce tête-à-tête, cœur à cœur, corps à corps, avec un cerveau qui est en plein remodelage, il ne faut pas l'oublier non plus à l'adolescence, pour apprendre à se mettre à la place de l'autre, pour imaginer ce que peut ressentir l'autre et apprendre à offrir en confiance ce plaisir qui vient de son intimité et d'apprendre à recevoir le plaisir de l'autre. Donc vous voyez
voyait tout un programme que cette aventure de la sexualité et qui renvoie aussi à ces notions de compétences psychosociales. Alors en conclusion, nous avons grand besoin d'une stratégie de santé sexuelle 2017-2030. C'est fait. Ce mot-là a été inscrit dans la loi depuis peu et on s'en réjouit. Mais plein de choses sont faites là-dessus. Et moi, je salue les parcours éducatifs de santé, de l'éducation nationale, qui veulent vraiment aller sur tout ça, incluant la santé sexuelle. On a beaucoup d'espoir pour la feuille de route 2018-2020 sortie en mars, mais sous certaines conditions. D'abord, c'est qu'il faut cerner l'importance de distinguer éducation sexuelle, tiens, peut-être et avec la médecine sexuelle, face à l'urgence de la promotion de la santé sexuelle dans cette prise en charge pluridisciplinaire des violences. Les victimes, comme les auteurs, ne relèvent pas d'éducation sexuelle. Il faut des parcours de soins en médecine sexuelle qui viennent évidemment en complément de tout ce qui peut se faire. Et ça, c'est vraiment l'enjeu d'une unité comme celle de Lille, que je salue au passage. Donc, il faut aussi là-dedans, je vais quand même oser le dire, donner la visibilité qu'elle mérite à la sexologie. Quand je suis arrivée à l'URSSAF, c'est vrai qu'on m'a dit « mais qu'est-ce que tu viens faire là ? On n'a pas besoin de sexologue. Hein. Les violences sexuelles, ce n'est pas une question de sexualité. Ouais. Vous l'avez vu au titre du bien-être, ça n'a rien à voir, c'est clair. Mais n'empêche qu'il va falloir qu'on questionne plein de choses. » Bon, voilà, alors après tout, pourquoi pas mettre des souhaits dans ces journées, des chaires de sexologie dans les universités, des chaires de médecine sexuelle dans les facultés de médecine. Je crois que tout ça, il faut maintenant que peut-être on y songe. Et c'est bien l'évaluation, je leur dis encore, des auteurs et de voir combien souvent la grande difficulté de cette santé sexuelle n'a pas été suffisamment questionnée. En tous les cas, l'OMS l'a bien dit, en matière de santé sexuelle, il faut œuvrer en information, en conseil, en éducation et en thérapie pour avancer. Voilà, je vous remercie. J'appelle maintenant Monsieur Frédéric Galtier, sexologue, chargé de projet pour l'instance régionale d'éducation pour la santé et pour le centre gratuit d'information, dépistage et diagnostic en Auvergne-Rhône-Alpes et intervenant en santé sexuelle. Bien, bonjour à toutes et à tous. On m'entend ? Oui. Merci de m'avoir invité pour ces 2 journées. Et puis, plus globalement, merci d'avoir fait une place à la prévention pendant ces 2 jours, puisqu'on est souvent le parent pauvre. Alors, effectivement, moi, je vais vous dire un peu qui je suis déjà pour vous parler. Pourquoi on est venu me chercher, quelque part, au fin fond de l'Auvergne. Moi, je suis formateur d'adultes et intervenant sur les champs de l'éducation à la sexualité, de la prévention. Et j'ai fait une formation de sexologie et santé publique il y a 15 ans, qui m'a amené aussi à travailler en tant que sexologue, aujourd'hui notamment au Cégide de Clermont. Mais je viens en fait de la prévention de l'infection AVH et du sida, et ça me semblait important de vous en parler, parce que moi je mesure encore aujourd'hui à quel point le sida a été une maladie qui m'a professionnellement permis vraiment de comprendre énormément de choses, d'en comprendre encore, et que je crois que plus globalement, c'est une maladie qui, dans notre société, a été à l'origine de beaucoup de transformations fondamentales et révélatrices aussi de dysfonctionnements sociaux. Et je crois que si on parle d'éducation sexuelle, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a eu une épidémie comme celle-ci. Donc de tout ça, ben voilà, fatalement, je suis arrivé à parler d'éducation sexuelle avec les enfants en école primaire, du CP jusqu'au CM2, avec les adolescents, collège, lycée, qui était la cible, si je puis dire, privilégiée des premiers programmes, mais adolescents aussi atteints d'un handicap, jeunes adultes atteints d'un handicap, adolescents également suivis en PJJ, par exemple, et jeunes auteurs de violences sexuelles. Donc c'est de cette manière-là que moi je suis arrivé à la question de l'éducation sexuelle. Alors, mon expérience d'une vingtaine d'années m'a amené à faire quelques constats. Alors j'espère que je ne vais pas être trop redondant, parce que je partage absolument tout ce qui a été dit par mes collègues précédemment. Et voilà, on ne s'est jamais concerté, mais c'est rassurant de voir qu'on se retrouve sur beaucoup de points. L'un des constats que l'on peut faire, c'est qu'effectivement, la lutte contre le sida a aussi eu comme conséquence d'avoir une approche de la sexualité que par le risque, qui a été très dommageable pendant très longtemps, qu'il l'est encore, parce que le rapport
du Haut Conseil à l'éducation montre bien que la plupart des interventions sexuelles qui existent sont faites que sur la question des IST et de la contraception, de l'IVG. Donc, on sait depuis longtemps que tout ça a des limites, mais on semble être un peu en retard pour en tirer les conclusions qui s'imposent. L'évolution du comportement sexuel, effectivement, on en a parlé, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Moi, je l'ai vu notamment aussi dans les questions et les questions des enfants qui ont beaucoup évolué. Je dirais qu'en 10 ans, vraiment en 10 ans, les choses ont bien changé, puisqu'il n'est pas rare maintenant en CM1, CM2 qu'on parle directement de YouPorn, de pédophilie, de viol, ce qui étaient des choses qui ne sortaient pas avant. Les lacunes qui existent chez ces jeunes autour même de la connaissance de leur corps biologique, voilà, ils ne savent pas comment ils sont faits, encore moins comment l'autre est fait. Et à travers la question du corps, ce qui me semble vraiment fondamental, c'est la question du désir et la question du plaisir, qu'on met complètement de côté dans le travail souvent autour de l'éducation à la sexualité, et qui pourtant, je reviendrai dessus après, mais il me semble être au contraire fondamental à remettre au cœur même des interventions. Et ils n'ont si vous voulez, aucune connaissance qu'on pourrait avoir sexologique, tel qu'il était développé juste avant, l'intervention juste avant, autour même de la construction du désir, comment le désir se manifeste, le désir féminin, le désir masculin. Ils sont déjà empreints de toute une notion très pornographiée de la sexualité et convaincus du succès à venir. Donc je crois qu'il y a vraiment un gros travail à faire à ce niveau-là. Du coup, ça a comme conséquence quelque chose moi, qui m'affole un peu en tant que sexologue, c'est qu'il y a un appauvrissement total des univers érotiques chez ces jeunes qui vont absolument tout, pour beaucoup en tout cas, préconstruire leur imaginaire à travers justement l'image pornographiée et qui du coup ne font absolument pas appel à l'expérience parce qu'ils sont convaincus bien souvent qu'il faut que ça fonctionne tout de suite et qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, si je puis dire. Surtout pas d'apprentissage de la sexualité, quelque chose qui doit être à 20 ans opérationnel et pour un bon bout de temps. Du coup, il y a des passages à l'acte qui ne sont pas souhaités réellement, qui peuvent évidemment donner lieu à des violences, mais sans forcément parler de violence. C'est simplement de dire dans quelle mesure je souhaite réellement faire une fellation, une sodomie, une double pénétration, faire ça à plusieurs. Dans quelle mesure c'est réellement ma construction érotique qui est propre ou est-ce que ce n'est pas empreint d'un univers pornographique. Et puis moi je constate que le champ des violences sexuelles n'était absolument pas ou très peu traité. En tout cas il l'était souvent par un seul biais qui était la question du viol, la question de la pédophilie et que du coup on induisait un peu trop souvent l'idée que bon, si je ne suis pas violeur, pas pédophile, je ne suis pas violent sexuellement quoi finalement. Donc c'était vraiment l'idée d'élargir, ce qui fait que moi mon propos il va se situer peut-être en amont de ce qui se dit depuis ce matin, donc une question des violences plus globales, mais qui me semble englober la question des violences sexuelles, notamment de la prévention telle qu'elle venait d'être discutée. Donc du coup, tout ça nous amène à penser la question dans un programme plus large, de questions de programmes de santé sexuelle tel qu'il vient d'être développé, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus. Et mettre en place dès le plus jeune âge. Ça, c'est quelque chose auquel je crois depuis longtemps. La circulaire 2003 de l'Éducation nationale nous a permis d'intervenir dans les écoles primaires, mais on se rend compte à quel point encore aujourd'hui, il est bien compliqué d'aller travailler auprès des enfants. Par déjà un simple blocage, c'est que l'enfant n'a pas de sexualité. C'est ce que nous est quand même très souvent rétorqué. La question des parents, qui fait très peur. Les parents font très peur. Je ne dis pas que les parents s'opposent à, mais les enseignants, les équipes éducatives, a priori, disent les parents ne voudront pas. C'est une manière de dire, comme ça, on ne s'occupera pas. Mais moi, je crois profondément, pour avoir travaillé beaucoup avec les ados, que travailler le plus tôt possible, ce sera peut-être le plus pertinent. Et je le fais donc depuis une quinzaine d'années sur un programme d'éducation en santé sexuelle qui se déroule du CP jusqu'au CM2 avec des rencontres de 7 à 8 séances par an et par classe et avec la collaboration entière de l'équipe. Donc, tout ça nous amène à penser ces programmes de santé sexuelle en comprenant bien que la sexualité humaine se développe dès la naissance, avec cette histoire de plaisir et de désir comme axes transversaux. Et c'est aussi comprendre l'approche éducative en santé sexuelle comme un accompagnement vers un épanouissement personnel. On rejoint l'idée de plaisir, mais l'idée d'accompagnement, c'est pas qu'on va inculquer quoi que ce soit, mais qu'on va être aux côtés d'eux, essayer de développer des compétences, j'y reviendrai après, voir l'approche éducative en santé sexuelle comme un outil
d'apprentissage de la liberté, justement face à toutes ces injonctions que les jeunes peuvent subir, mais que nous aussi, nous subissons. Il ne faut pas oublier qu'on vit dans la même société quand même. Donc ça, c'est un autre... la finalité, je trouve, de l'éducation sexuelle, c'est ça. C'est finalement l'apprentissage de la liberté. Ça n'est jamais qu'un outil, ce n'est pas une fin en soi, non plus, l'éducation sexuelle, alors qu'elle est souvent réduite à une espèce de remède miracle. Et qu'on est au-delà de l'approche des risques sexuels tels que j'en parlais tout à l'heure. Alors, je vais aller très vite, puisqu'il me reste peu de temps et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été redites. Pour simplement, voilà, le troisième point me semble aussi essentiel, la question des inégalités entre hommes et femmes devrait être au cœur même de tout programme de santé sexuelle. J'en veux pour preuve le travail que font plusieurs ONG à travers le monde et qui a démontré que pour impacter considérablement sur l'infection à VIH, si on traite la question même de l'égalité entre hommes et femmes, on a des résultats bien plus performants qu'un autre programme. Donc je crois qu'adapté à notre société, c'est fondamental d'avoir déjà cette idée-là au départ, que l'on défend la question même de l'égalité entre les hommes et les femmes. Intervenir le plus tôt possible, je l'ai dit, s'appuyer sur les textes existants, ça a été aussi cité avant, la stratégie nationale, les différentes circulaires, le PES, le parcours éducatif santé, qui effectivement est un cadre très intéressant. Et puis, ces fameuses compétences psychosociales, moi, issu voilà, de la promotion de la santé, de l'éducation pour la santé, je ne peux que m'inscrire dans la ligne droite de ce qui a été dit auparavant. Et effectivement, je crois que tous ces programmes n'auront de sens qu'à un moment donné, si on sort des thématiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le collège, le lycée reste encore un endroit où, en 6e, on va parler de l'alimentation du sommeil, en 5e, on va parler des addictions, en 4e, bon, très sectorisé comme ça. Je trouve que ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Il faut avoir une approche globale de l'individu, développer ses propres compétences, ces fameuses compétences psychosociales, et en agissant sur ces compétences-là, je suis intimement convaincu qu'on va agir sur tous les risques, notamment des risques de santé, des risques de violence. Et je finis avec, vous voyez, ces exemples-là qu'on peut se donner, qu'en travaillant sur le corps humain, on va pouvoir développer tel ou tel type de conséquences. Qu'en travaillant sur la vie affective, on va pouvoir développer telle ou telle compétence. Qu'en travaillant sur la vie sexuelle, on va pouvoir travailler sur ces compétences-là. Et enfin, santé et bien-être permettront de développer ces compétences-là. Donc c'est inverser, je dirais, le travail, inclure tous les professionnels qui nécessitent des formations, mais pas que, c'est aussi utiliser les compétences déjà en place. Combien de professeurs, dans leurs cours, font déjà du travail en santé sexuelle, mais l'ignorent totalement. Dans les établissements spécialisés, j'ai beaucoup parlé de l'éducation nationale, mais sur le handicap, c'est le même principe à mon avis. Et les éducateurs accompagnent au jour le jour les jeunes sur leurs compétences, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je finirai juste avec l'interrogation qui est la mienne, c'est qu'il y a un milieu que je ne vois pas aussi peu, c'est le milieu de l'éducation populaire, alors qu'il est pour moi au cœur également, il devrait être au cœur également du dispositif. Mais je les trouve étrangement absents ou invisibles. Je vous remercie beaucoup. Donc nous allons passer aux questions de la commission d'audition priorité. Je vous rappelle qu'on passe d'abord la commission. C'est à vous. Oui, Humbert Foinville, je voudrais poser une question à Frédéric Galtier sur son travail qui donc a commencé en 2003, si j'ai bien suivi. Et quels outils d'évaluation vous utilisez pour aujourd'hui, en 2018, dire ce que vous venez de partager? C'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez évaluer le travail que vous faites depuis 15 ans de façon très pratique? C'est là mon drame, c'est que je ne le peux pas, à mon sens, de manière pertinente, parce qu'il faudrait l'idéal, la situation idéale. Pour arriver à évaluer ça, c'est que je les vois chaque année, que je les retrouve chaque année. Et on a essayé de faire ça, de faire en sorte que, par exemple, avec la dernière réforme qui a eu lieu pour l'éducation nationale, le cycle CM1, CM2, 6e, il y a eu cette transformation-là, ce qui fait que je dis, tiens, il y a un passage entre l'école et la 6e qui est vraiment marqué. On va pouvoir peut-être, avec l'école et le collège rattaché de quartier, arriver à travailler. On a commencé à le faire. Et puis, voilà, les enseignants du collège se sont vite lassés de ce travail-là et n'ont pas souhaité qu'il se prolonge. Je ne mets pas la faute sur eux, il y a eu d'autres facteurs extérieurs. Mais du coup, je n'ai des évaluations qu'à l'année, si vous voulez, qu'au programme donné. Et c'est ma grande frustration.
Mais dans la prévention, on est des grands frustrés. Hein. C'est que c'est rare qu'on arrive à évaluer vraiment ce que l'on fait. Donc si on devait avoir une évaluation pertinente, ce serait celle-ci. C'est vraiment un groupe d'enfants qu'on suit depuis l'école primaire jusqu'à la terminale, presque. Hein, et voir effectivement s'il y a de l'évolution. Après, on voit sur une année scolaire, voire deux, des fois ça se suit sur 2 ans. Dans l'école primaire, les enseignants voient, eux, quelques évolutions autour de la capacité à prendre la parole devant les autres, à argumenter ses choix, ses idées, une capacité à être un peu plus ouvert peut-être des fois au débat, hein, à la confrontation d'idées et pas se dire il faut qu'on soit tous d'accord, tu connais rien, t'es nul, d'avoir cette ouverture-là et de repérer plus facilement peut-être des adultes ressources aussi pour pouvoir dire ce qui jusque-là n'était pas possible à dire, comme le fait d'avoir subi des violences, par exemple, tout simplement. Voilà, et le vocabulaire. Il y a une chose qu'on gagne sur 1 an, c'est le vocabulaire sexuel. Ils arrivent à parler la sexualité avec les vrais mots et pas à coups de bites, de chatte et compagnie, quoi. Voilà, c'est une petite victoire, mais je trouve que c'est pas mal déjà. Donc voilà, oui, je suis sur l'évaluation, c'est malheureusement compliqué. Une autre question à la commission d'audition. Une rafale de questions. Une au docteur Gamet qui a parlé des comportements sexuels problématiques. Et j'aimerais qu'elle puisse un peu développer quelle méthode de prévention on peut utiliser avec ce public qui est déjà ciblé comme ayant ces comportements sexuels. Si c'est uniquement dans leur direction ou également avec les enseignants, le personnel qui s'en occupe, ou les soignants même. Et puis, quelque chose à tous les experts concernant l'accès aux images, parce qu'en particulier, le plus jeune public nous échappe et connaît beaucoup mieux que nous l'usage d'Internet, l'accès aux images et quoi faire en termes de prévention par rapport à ça. À part interdire les portables au collège, là, puisqu'on vient d'entendre cette annonce. Voilà. Alors, pour ce qui est des comportements sexuels problématiques, donc qui sont des comportements qui apparaissent, on les définit pour les Américains comme des comportements survenant chez les enfants de 12 ans et moins. Ce matin, j'ai entendu parler de comportements sexuels problématiques pour les adultes. D'ailleurs, je tiens à dire que ça, il faudrait s'occuper de ça, parce que ça pose problème. L'enfant, ce n'est pas un adulte en miniature. Et si les Américains avaient observé ces comportements et essayé de les définir, c'était aussi pour dire que l'enfant ne doit pas être assimilé à un agresseur sexuel quand il pose de tels comportements. Alors, ce dont on se rend compte, c'est qu'effectivement, ils ont augmenté toutes ces dernières années et que ça suscite beaucoup d'émotions, beaucoup de rejet de ces enfants-là, et qu'il va falloir mettre en place une prise en charge active, centrée sur l'enfant. Mais pour évaluer déjà la problématique, ne pas faire d'effraction dans son développement sexuel, parce que ce n'est pas parce qu'il a tels comportements qu'en même temps, il a déjà... Et puis un enfant ne peut pas élaborer sur la sexualité. C'est pour ça que moi, je ne cesse de parler de développement sexuel. Bon, c'est un petit peu ma particularité, parce que sexualité infantile, je pense que ça crée de la confusion chez beaucoup de personnes encore, et que... ce processus développemental, il laisse bien à penser que c'est peu à peu que l'enfant, et notamment c'est la puberté, qui va amener tous ces scripts sexuels investis de scénarios à valeurs érotiques. Hein. Donc, un enfant qui présente des CSP, il faut avant tout chercher ce qui se passe dans son développement sexuel. Alors, en premier, c'est une effraction par de la victimation sexuelle, mais c'est évidemment toutes ces effractions indirectes par image, hein, ou par la sexualité des adultes. Donc il faut vraiment une évaluation de cet enfant, et de cet enfant aussi dans son contexte de vie. Hein. Est-ce que je réponds à votre question ? Alors, on n'a pas répondu sur les images, mais vous avez posé à tous les experts. Oui. Alors, je peux en dire un mot sur un témoignage. Juste dans la...
Sur l'axe, en tout cas, dans les écrans, c'est vrai que moi, j'ai dans l'idée, pareil, de valoriser tout ce qui est autour des relations plutôt interpersonnelles, de travailler ou de veiller, en tout cas, à ce que les enfants aient d'autres activités que les écrans. Évidemment qu'on ne peut pas leur interdire tous les écrans, et il n'y a pas d'intérêt non plus, parce qu'il y a des choses exceptionnelles quand même sur Internet. Enfin, on fait plein de choses, et c'est un développement extrêmement génial. C'est magnifique, en tout cas, Internet. Donc le but, c'est pas de leur enlever, mais de montrer qu'il y a peut-être autre chose aussi à côté de ça, en fait. De pas rester uniquement centré sur des écrans tout le temps. C'est tout ça, c'est développer l'esprit critique à un moment donné, c'est travailler autour de l'autonomie, de la responsabilisation, etc., etc. Je laisse la parole à mes collègues. Et juste pour, à titre d'exemple, en fait, sur le Clermont, donc à l'équipe de l'IREPS, justement cette semaine est mené un travail expérimental sur l'accès aux écrans auprès des parents en crèche, qui ont leurs enfants en crèche, pour essayer de les sensibiliser à cette question. Donc je pense qu'il faudra suivre là dans les jours qui viennent les publications qu'on pourra en faire sur le site même de l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes. En tout cas, c'est une préoccupation notamment des IREPS, cette question de l'accès aux écrans. Je voudrais juste compléter par en fait l'éducation aux images, quelle qu'elle soit. Enfin, c'est important. Ça a été fait à un moment à l'école. Ça l'est peut-être un peu moins. En même temps, c'est vrai que quand on regarde la longue liste des choses qu'on demande à l'école d'assurer en termes d'éducation A, ça devient compliqué. Mais tout à l'heure, on faisait allusion à l'éducation populaire, effectivement, et au mouvement d'éducation populaire. Et peut-être que cette éducation, enfin, un certain nombre de ces éducations A peuvent être aussi portées par ce milieu-là. Oui, parce que c'est complémentaire. C'est des sphères que les enfants, voilà, que ce soit les parents, le sport, l'école, voilà. Ce serait bien que tout le monde puisse travailler ensemble. Il y a encore une question de la commission d'audition. Ouais, moi, je voudrais aborder un point qui est absent aussi bien de nos rapports que de nos échanges. Je voudrais savoir où on en est du côté des mutilations génitales, qui sont donc interdites par l'OMS, qui sont évidemment interdites par nos textes en France également. On a quand même une population d'immigration récente où ça se pratique encore. Je ne sais pas dans quelle mesure d'ailleurs, mais en tout cas sûrement au niveau des mamans. Maintenant les jeunes filles, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas d'idée sur l'ampleur du phénomène. Donc je voudrais savoir où on en est et qu'est-ce qu'on fait au niveau de la prévention. Alors, je crois qu'en matière de prévention, ça a été vraiment intégré dans les discours. Juste une situation que j'ai eue il n'y a pas très longtemps à la Maison des Ados de Lille, où finalement une jeune, c'est au décours d'une séance d'éducation à la sexualité, qui avait d'ailleurs parlé des femmes excisées, et de leur impossibilité peut-être d'avoir du plaisir sexuel, que cette jeune est venue consulter dans une maison des ados, vous voyez. Donc ça, je pense que concrètement, ça montre qu'il y a des choses qui sont faites pour mettre des mots qui s'adressent à tout le monde. Parce qu'évidemment, des jeunes peuvent être concernés par ces mutilations, comme des jeunes peuvent être concernés par des violences sexuelles, et que les séances d'éducation à la sexualité doivent évidemment approcher toutes ces possibilités, puisque les jeunes peuvent être concernés. Mais maintenant, il faut leur donner cette motivation à chercher de l'aide. Vous voyez qu'ils sentent qu'il y a de l'espoir. Et ça, je trouve que là, ça permettait d'ailleurs d'évaluer ce qui avait pu être fait en éducation à la sexualité. Enfin, la jeune, elle disait, j'ai déprimé pendant quelques temps, puis je me suis dit, il faut que j'aille chercher de l'aide. Vous voyez, ça, c'était super. Moi, en termes de prévention, je pense qu'on a un super outil, c'est les centres de PMI, et que souvent, ces familles consultent volontiers les centres de PMI, et les mutilations auxquelles vous faites référence, ça se fait souvent à un très jeune âge pour les enfants. Donc je pense que le rôle en matière de prévention, en tout cas des personnels des PMI, il est essentiel, et c'est sans doute là que les choses
peuvent se faire le mieux. Je compléterai juste en disant, en novembre dernier, je suis intervenu dans un colloque organisé par Gynécologues sans frontières et que l'association elle-même travaille sur le terrain dans certains pays auprès des femmes qui pratiquent l'excision pour les amener à changer leur comportement, pas tant pour leur dire c'est pas bien, mais leur dire vous avez beaucoup de compétences que vous pourriez mettre au service des femmes d'une autre manière que simplement cette pratique-là. Et ils arrivent, selon leur dire, à des résultats très 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 satisfaisants sur des changements de pratiques, et notamment de pratiques culturelles. Donc je pense que c'est peut-être des structures auprès desquelles on peut aussi avoir ce type d'informations. Oui, des travaux exploratoires au Québec semblent montrer que les mineurs qui consomment le plus de matériel pornographique présentent plus de tolérance en fait, à supporter des relations abusives par la suite, ce qui nous questionne en fait sur non pas tous les ados face à Internet et la pornographie, mais y a-t-il des populations à risque vers lesquelles il faudrait tourner les actions de prévention ou de sensibilisation? Est-ce que vous pensez, c'est peut-être plus à Madame Gamay, dû à cette expertise clinique que vous avez, que pour certains mineurs, l'usage de la pornographie, par exemple, peut apparaître comme justement une manière d'éviter la relation, c'est-à-dire comme une manière de ne pas entrer dans le lien à l'autre, ce qui pose un problème fondamental de positionnement de celui qui fait la prévention. Quel est son positionnement pour faire porter des messages? Voilà, c'est la question que... Je pense que pour un certain nombre de jeunes, effectivement, ça va rimer avec isolement social. Ils s'enferment dans une bulle. Et effectivement, on a eu quelques situations cliniques qui le montraient, où ces jeunes, pendant longtemps, ils vivaient isolés, très peu de relations avec les pairs PAIRS, mais comme avec le restant du monde, finalement, souvent dans des contextes d'attachement aussi très insécures. Et finalement, à un moment donné, quelque chose allait faire que il allait y avoir un passage à l'acte. Ça peut être notamment, parce que l'isolement social, souvent, va finir par avoir des conséquences à l'école. Ils peuvent être en marge. Et d'autant plus, ça peut être des victimes de harcèlement par ailleurs. Vous voyez, enfin voilà, après, c'est de nombreux facteurs. Et c'est pour ça que les évaluations, elles doivent assembler les morceaux du puzzle, si je peux dire ainsi, et que c'est pour ça que les évaluations, de toute façon, doivent être pluridisciplinaires pour bien cerner le profil de ces jeunes, où certainement l'exposition à la pornographie est un élément qui a été très important finalement. Alors, en principe, il nous reste à peu près 4 questions. Si chacun est concis dans les questions et dans les réponses, on devrait pouvoir passer les 4. Donc, merci d'avance. Monsieur en milieu de salle. Merci de me donner la parole. Je m'appelle Antoine Molleron, donc je suis psychologue et membre de la Société française de psychologie que je représente aujourd'hui. Je tiens à remercier d'abord les experts, y compris de ce matin, pour la qualité et la précision de leurs exposés et de ce que j'ai pu lire sur Internet déjà. Je voudrais aussi répondre un petit peu à la dame qui disait que c'était compliqué pour elle d'avoir accès aux parents. Je trouve, par rapport à ces questions très difficiles de violence sexuelle, je trouve que, par exemple, quand on travaille à l'ASE ou quand on travaille pour la PJJ, on a beaucoup accès, alors pas pour la PJJ directement, mais par exemple à l'ASE, dans les mesures AED ou même dans les mesures AEMO, on a quand même un gros travail qui est fait avec les familles. D'ailleurs, je pense que quand même, il pourrait y avoir là des chiffres, pour faire le raccord avec ce qui s'est dit ce matin au niveau des statistiques, il pourrait y avoir là des chiffres qui remonteraient plus directement. Pour travailler, moi, très directement en prévention spécialisée actuellement, et notamment dans une espèce de relais refuge, en quelque sorte, où certains jeunes passent quelques semaines, voire quelques mois, c'est tout à fait clair aussi qu'on peut donner au moins un minimum de chiffres et du coup, faire remonter... Vous posez votre question, s'il vous plaît? Non, je ne vais pas en poser. C'était juste un témoignage. Alors accélérez. Eh bien, j'arrête.
Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Un témoignage. Bonjour. Et un Monsieur, et après Roger Teboul. Sébastien Brochot, président de l'association Une Vie, fondateur du projet PédoHelp. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de créer en France un numéro vert destiné aux potentiels agresseurs, comme ça a été fait dans d'autres pays d'Europe, pour continuer un peu ce qui a été initié par la Fédération des criaves avec le réseau Écoute Orientation? Si votre réponse c'est oui, c'est pertinent, dans ce cas-là, qui finance? Alors pour moi, oui, c'est pertinent, mais qui finance, je ne sais pas. Pas moi. Roger? Oui, je voulais revenir sur la question qui a été abordée de la sexualité des adolescents et de la confrontation à la pornographie, reprendre l'intervention de la salle du monsieur un peu avant moi. Je pense que, on en a parlé ce matin, la question des représentations sociales de la sexualité des adolescents est vraiment très prégnante. Aujourd'hui, on a, nous autres adultes, des représentations qui ne sont pas forcément adéquates avec la réalité. Pour travailler avec des adolescents, ils me rendent compte à quel point les adolescents confrontés à la pornographie et qui en consomment peuvent trouver ça vraiment, passez-moi l'expression, dégueulasse, la façon de faire l'amour comme ça. C'est pas toujours une fascination. Et je trouve que ce serait quand même très intéressant de conduire aujourd'hui des recherches sur vraiment l'impact des films pornographiques chez les adolescents, parce que moi, c'est pas ma clinique. Alors, il y en a, effectivement, je suis d'accord avec monsieur, il y en a pour qui c'est compliqué, mais essayer d'en faire une analyse un peu plus fine me semblerait bigrement intéressant. Alors ça encore, ça mérite des sous pour lancer des recherches comme ça, mais je trouve que ce serait... ça sortirait d'un modèle culturel très anglo-saxon qui n'est pas le nôtre. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il ne faut pas diaboliser, tout poser sur la pornographie. Moi, plus que de pornographie, moi, je parle d'image pornographique, d'imagerie pornographique, parce que ce n'est pas uniquement voir des films. Le problème pour moi, c'est que tout est obscène aujourd'hui. C'est-à-dire tout est sorti du contexte et que la sexualité est devenue obscène et elle se décline dans les médias, notamment d'une manière assez violente, sans filtre, et par des adultes qui sont complices d'un discours très pornographié. Et pour moi, il est plutôt là le danger, et ça va être compliqué de s'attaquer à ça, mais pour moi, c'est ça qui est plus tendancieux que l'image elle-même, le film porno, qui, je suis d'accord avec vous, heureusement qu'il y a des gamins qui ne trouvent pas leur compte. Et qui ont... Mais voilà, il y a un gros travail plus à faire, à mon avis, sur comment aujourd'hui, dans notre société, on est capable de parler la sexualité, comment les adultes la parlent, la diffusent, de manière intelligente. Quand est-ce qu'on va prendre le sujet au sérieux? Voilà, je vais le dire comme ça. Merci. Dernière question. Rapidement. Oui, donc moi je suis psychiatre Blandine Baru, psychiatre pédopsychiatre en maison d'arrêt et auprès d'un quartier mineur. Je suis là aussi au titre de l'association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire. Je voulais juste vous poser la question, enfin dans ma pratique de pédopsychiatre et maintenant en maison d'arrêt, il me semble aussi, est-ce que vous ne pensez pas que dans votre travail, j'entends éducation, psychosociale, etc., qui sont des points de vue très intéressants, mais l'adolescence est assez interminable maintenant, et est-ce qu'il n'y a pas, on n'est pas orphelin aussi de rites de passage qui soutiendraient adolescents et adultes? Il me semble quand même qu'aujourd'hui, on est un collectif et réfléchissant. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réponse du collectif à cet endroit enfin, bien sûr, l'éducation, le psychosocial est une donnée extrêmement importante. Je trouve qu'on la médicalise beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas, du côté du social transversal, représentant aujourd'hui, à réfléchir sur des propositions à ce titre? Voilà. C'était juste une réponse pour la dame qui demandait qui finance un numéro. Il faut qu'elle téléphone au SMPR de Caen, chef de service, parce que j'étais amené en tant que libéral d'ailleurs à suivre un gars qui a été soigné là-bas. Et quand je lui demande à la fin de la thérapie, mais qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez des pulsions, etc. Ah, mais il me dit, mais moi j'ai un téléphone là. Et il ouvre son portefeuille et il me montre, c'est un téléphone que je peux appeler jour et nuit à Caen. Donc, quand vous voulez. Merci. Je crois que... Juste deux mots pour la dame, parce qu'on n'a pas répondu du tout à sa question.
Sur les rites de passage. Oui, je pense que moi, ça... juste que, en 2 mots, ce que je voulais dire, c'est que quand on parlait de prévention, on parle de prévention précoce. Et je pense que là, on était tous les 4 d'accord. Donc, il n'est pas forcément de parler au niveau de l'adolescence. Et quand c'est compétences psychosociales ou autres, et élargies, parce que sinon elles sont réduites et ça ne suffit pas, ce sont des fondations. On est en train de poser des fondations. Et si ces fondations, elles sont bien faites et elles sont bonnes, si les bases sont solides, à l'adolescence, ça ne va pas s'écrouler. Et à un moment donné, ça s'arrêtera. Alors oui, les rites de passage sont importants, sont intéressants, mais en même temps, l'adolescence, c'est une construction sociale. Ça n'existait pas avant, il n'y avait pas forcément de rites de passage. Si, il y en avait. Si, il y en avait. Et il y en a toujours en même temps. Ouais, alors si on parle du binge drinking, si on parle du sextape, si on parle... Mais les rites de passage se construisent. De toute façon, ils se construisent. Les passages à l'acte délinquant, des fois, ce sont des rites. Ouais. Oui. Enfin, la question des problèmes sexuels, ce sont des rites. Oui. Bien sûr, l'adolescence n'existe pas, Patrick. Enfin, il y a des tas de sociétés où il n'y a pas d'adolescents, mais parce que le rite de passage est porté et institué par un collectif. Mais ils y sont là, les rites. Ils y sont là, les rites donc, de passage. Ils sont portés beaucoup par l'éducation nationale, il me semble. Et nous, on a affaire à beaucoup d'adolescents déscolarisés. Puis ils sont souvent portés par les enfants eux-mêmes, du coup, qu'ils les inventent, qu'ils les créent, puisque l'adulte oui, ne les met plus en place. Et c'est des rites ordaliques souvent, c'est ça le problème. Et je pense que l'acte sexuel, le premier en tout cas, est peut-être le seul rite de passage qui persiste, quoi. Mais il est plus cadré comme il était avant. Je ne sais pas si c'était mieux avant. Il faut qu'on s'arrête si vous voulez une pause, sinon on peut continuer sans pause, mais... Merci aux experts. Alors, souffrir. On a 10 minutes de pause. Il y a de quoi boire, un café chaud, sucré.